Bonjour et bienvenue à cette capsule voyage de Voyager en classe senior. Mon nom est Normand Verdon. Aujourd'hui, je vous emmène à Venise. Quelle ville énigmatique que Venise! Mais est-ce bien une ville au fait? N'est-ce pas plutôt un musée, un endroit pour touristes? Un peu tout ça en réalité. Imaginez, Venise compte à peine 270 000 habitants dans sa commune, dont seulement 50 000 résident sur ses différentes îles. Les autres habitent sur les rives proches de Venise. Et tenez-vous bien, la ville voit défiler chaque année plus de 30 millions de touristes. C'est tout simplement hallucinant. Et toutes les semaines, on entend parler de résidents qui se font évincer de leur logement, qui seront convertis en hôtels ou en gîtes touristiques. Depuis quelques années, les compagnies de croisière en ont fait un port d'attache pour des croisières de plus en plus nombreuses sur des bateaux de plus en plus gros. Tout semble tourner autour du tourisme de masse. Les véritables Vénitiens se font de plus en plus rares. En plus, tout le monde a entendu parler des gigantesques problèmes de la ville. Érosion des fondations, édifices qui s'enfoncent dans la mer, circulation maritime qui abîme les édifices. Sans parler de l'Aqua Alta, ces inondations récurrentes de plus en plus fréquentes qui sont dues à la combinaison des grandes marées, des vents, de l'attraction lunaire et à l'élévation du niveau des océans. Un véritable cauchemar. Et pourtant, moi je maintiens qu'il s'agit encore et toujours de la plus belle ville au monde. Suivez-moi. Venise se situe en Italie, n'est-ce pas? Mais peut-être pas autant qu'on pourrait le penser. En fait, Venise n'est rattachée à l'Italie que depuis 1866, soit à peine 150 ans. Auparavant, elle constituait une république indépendante, la République de Venise. Et durant près d'un millénaire, la République de Venise, la Sérénissime comme on l'appelle souvent, fut une puissance importante autant politique que commerciale. Pas surprenant donc que la ville possède une forte personnalité assez éloignée du reste de l'Italie. Venise est construite sur l'eau, à l'origine pour se protéger des envahisseurs. Dans une lagune, tout au nord de la mer Adriatique, Venise compte plus d'une centaine d'îles, toutes séparées les unes des autres par des canaux. À Venise, aucune automobile. On s'y promène à pied et aussi dans une infinité d'embarcations flottantes. Venise compte pas moins de 435 ponts. Presque toutes les constructions remontent à plusieurs centaines d'années et sont assises sur des pilotis de bois. Pas surprenant donc que plusieurs s'enfoncent doucement dans l'eau. À elle seule, l'architecture de Venise mérite le déplacement. La ville compte un très grand nombre de lieux très célèbres. Au centre de la ville, nous retrouvons la place Saint-Marc, une grande place majestueuse, entourée de magnifiques édifices qu'il faut visiter. En premier lieu, le Palais des Doges, qui fut la résidence des maîtres de Venise durant plusieurs siècles, les Doges, ainsi que le siège du gouvernement. Durant longtemps, le palais abritait aussi la prison de la ville, et son prisonnier le plus célèbre fut un certain Casanova, à la vie rocambolesque. De nos jours, le palais est un musée qui abrite un grand nombre d'œuvres d'art et sa visite mérite plusieurs heures. Tout juste à côté, nous voudrons faire l'ascension du campanile Saint-Marc de Venise. D'une hauteur de 100 mètres, la tour offre un point de vue spectaculaire sur la lagune et ses nombreux canaux. Pas très loin, la basilique Saint-Marc impose par sa grandeur et son architecture. Construite en l'an 828, elle contient, paraît-il, les restes de l'apôtre Saint-Marc. Quelques heures de flânage sur la place Saint-Marc s'imposent, évidemment, ce qui permettra d'explorer ses nombreuses boutiques et de s'arrêter prendre une consommation à son café le plus célèbre, le café Florian. Depuis 1720, l'endroit à la riche histoire fut le rendez-vous par excellence de l'aristocratie vénitienne. Goethe, Alfred de Musset,
George Sand, Giuseppe Verdi, Casanova y étaient des habitués. À l'intérieur, on visitera ses salles les plus célèbres, la salle des grands hommes, la salle des miroirs, la salle du Sénat et la salle orientale. À l'extérieur, sa terrasse accueille un orchestre de chambre durant la belle saison, tout à fait sublime. Mais au fait, s'il n'y a pas d'automobile, comment se déplace-t-on à Venise? À pied, bien entendu. Mais trouver son chemin dans cette étrange ville n'est pas une sinécure. On s'y perd constamment. Aucune ruelle n'est rectiligne. On arrive inévitablement dans un cul-de-sac. Et partout, on se retrouve face à un plan d'eau. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai toujours trouvé fort agréable de me perdre à Venise. C'est la meilleure façon de sortir des itinéraires classiques trop touristiques. On finit toujours par trouver la boutique rare ou le petit café invitant. C'est lorsqu'on s'y attend le moins qu'on fait souvent les grandes découvertes. Mais Venise compte de très nombreuses îles, rappelons-le. On y trouve donc une infinité de véhicules flottants qui permettent de se déplacer partout de façon fort originale et aussi de transporter tout ce qu'une ville peut réclamer. L'embarcation traditionnelle de la ville est la célèbre gondole, dont tout le monde a entendu parler. De nos jours, elle est devenue une attraction pour touristes. Les Vénitiens ne l'utilisent seulement que pour quelques mariages et événements solennels. Et comme touriste, une balade de gondole est un incontournable. Elle s'offre à un prix exorbitant. Mais bon, on ne vient pas à Venise à tous les jours. Ensuite, les transports en commun. Tous les jours, on prendra le Vaporetto, un genre de gros autobus flottant, qui, pour quelques euros, nous transporte sur toutes les îles que nous voudrons visiter. Si on a les moyens, ou si on est plus pressé, on peut toujours prendre un taxi, flottant bien entendu. D'ailleurs, la plupart des hôtels haut de gamme possèdent leurs propres taxis privés qui viendront nous chercher à la gare ou au port de croisière. On trouvera également plusieurs petits traversiers, appelés traghetto, permettant de traverser les principaux canaux, évitant ainsi de longs détours jusqu'au pont le plus proche. Mais le plus curieux et ce qui fascine le plus un touriste, ce sont tous ces transports nécessaires dans une ville organisée. Police, ambulance, livraison de toutes sortes. Vous avez commandé un frigo ou encore du ciment pour vos rénovations? Le tout arrivera par bateau. C'est assez rigolo. Il va de soi, enfin, que la plupart des habitants possèdent une chaloupe ou une petite embarcation motorisée. Et il est assez original d'avoir sa porte d'entrée qui donne directement sur l'eau, tout à côté de sa chaloupe. Plusieurs résidents de Venise possèdent quand même une automobile, et celle-ci est sagement rangée dans l'immense stationnement étagé qui se trouve tout juste à côté du pont qui relie Venise à la terre ferme. Avec autant de canaux dans la ville, on se doit d'avoir beaucoup de ponts. Plusieurs centaines en fait. Et certains sont si célèbres qu'ils sont devenus une attraction incontournable. Au centre de la ville historique, il existe une artère principale, le Grand Canal, un genre de Champs-Élysées maritime. Sur ses deux rives, on trouve une quantité impressionnante de palais et d'hôtels luxueux. Et le plus ancien et le plus célèbre des ponts qui enjambent le Grand Canal, c'est le pont du Rialto, une véritable merveille d'architecture de la Renaissance italienne. Achevé en 1591, le pont du Rialto repose sur 12 000 piliers en orme massif plantés dans la lagune. C'est une des icônes les plus photographiées de Venise. Toujours sur le Grand Canal, il faut aussi voir le pont de l'Académie. Érigé en seulement 37 jours en 1933, ce devait être un pont temporaire en attendant la construction d'un nouveau pont de pierre. Le pont de l'Académie n'a jamais été remplacé et il aura bientôt 100 ans. C'est un des plus populaires auprès des touristes parce qu'il permet une vue époustouflante sur le Grand Canal et sur le bassin Saint-Marc. On voudra aussi photographier le Ponte dei Pugni, ce qui signifie le pont des coups de poing.
Le petit pont est lié à l'ancienne tradition vénitienne qui consistait à régler ses différends à coups de poing. Et comme anciennement la ville comptait plusieurs bandes rivales, on se donnait rendez-vous sur le pont pour des duels, pont qui ne possédait pas de garde-fou à l'époque. Il existe un autre pont encore plus mystérieux à Venise, le pont des Soupirs. Non, il ne s'appelle pas ainsi à cause des romances amoureuses. Le pont des Soupirs relie le palais des Doges à la vieille prison de la ville, et il doit son appellation aux condamnés qui devaient le traverser pour purger leur peine. C'est pourquoi le pont est entièrement fermé. La visite du palais des Doges permet de traverser le célèbre endroit. Une autre île de Venise est mondialement connue. Bienvenue à Murano. Une trentaine de minutes de Vaporetto nous emmène de la place Saint-Marc à Murano. À l'origine, Venise comptait un grand nombre d'ateliers de fabrication de verre, mais un terrible incendie en 1291 détruisit une bonne partie de la ville. On força donc les verriers à transporter leurs fours sur une île éloignée. C'est ainsi que Murano devint la capitale mondiale du verre et des chandeliers, à une époque où chaque habitation devait avoir des chandeliers pour s'éclairer. De nos jours, en se promenant sur Murano, on visitera une grande quantité d'ateliers et de magasins spécialisés dans cet art ancien. Le verre coloré et le verre soufflé de Murano s'exportent dans le monde entier, et les chefs-d'œuvre de verre de Murano se vendent à prix fort. Sur l'île, le musée du verre n'est pas sans intérêt. Certaines des pièces exposées datent de l'Antiquité. Une autre île mérite le déplacement. Rendons-nous maintenant à Burano. Beaucoup moins connue que Venise et Murano, l'île de Burano offre un contraste saisissant. On devrait prendre le temps de visiter cet endroit pratiquement désert. Comme toutes les îles, Burano possède canaux, ponts et petites ruelles, mais elle est pratiquement boudée par les touristes, ce qui fait qu'on s'y promène tranquillement sans les hordes de touristes. On y va pour admirer ces petites maisons colorées. À l'origine, l'île était un petit village de pêcheurs et les gens avaient pris l'habitude de peindre leurs maisons de couleurs variées et très voyantes pour aider les marins à se repérer dans le brouillard. L'effet est tout simplement magique. Les petits restaurants à terrasse sont tous situés au bord de l'eau, évidemment. On voudrait y prendre le lunch ou l'apéro dans ce décor pour le moins coloré. Burano est également réputé pour ses dentelles. Dans les temps plus anciens, les femmes de pêcheurs, souvent seules, avaient développé cet art de patience. C'est ainsi que les ouvrages de dentelle très raffinés deviennent rapidement populaires dans toute l'Europe auprès des princes et de l'aristocratie. Mais comme il faut 3 ans pour réaliser une nappe, on comprend facilement le déclin de cette forme d'artisanat au profit des produits moins chers en provenance d'Asie. À Venise, impossible de passer sous silence le célèbre carnaval, connu dans le monde entier. La tradition du carnaval de Venise remonte au Moyen Âge. À l'origine, il se voulait une façon de s'éloigner de la rigueur et des codes de bienséance dictés par la très puissante Église catholique. Les masques sont rapidement devenus populaires puisqu'on pouvait ainsi plus facilement se laisser aller à des débordements sans se faire reconnaître. Avec le temps, l'aristocratie s'est emparée de l'événement pour en faire une fête réservée aux nobles et aux riches. Ainsi, on y voyait de grandes démonstrations de costumes, décorations et danses dans de somptueux palais au son de musique de chambre ou classique, et la tradition des masques y était toujours bien ancrée, évidemment. Ce qui fait qu'à Venise, les vendeurs de masques sont partout, et il est presque obligatoire de rapporter un masque de Venise en guise de souvenir. Le mien a une place de choix dans mon salon depuis plus de 20 ans. Pour terminer notre visite de Venise, voyons maintenant quelques curiosités ou cocasseries que l'on ne voit nulle part ailleurs. Un des plus célèbres compositeurs italiens, Antonio Vivaldi, est né à Venise. Donc très souvent et partout dans la ville, on entendra des mélodies du grand compositeur.
Mais le summum, c'est d'assister à un concert des 4 saisons dans le superbe théâtre La Fenice. En se promenant en vaporetto, on passe à côté d'une petite île, l'île San Michele. On n'y trouve aucun habitant. Pas vivant en tout cas, parce qu'il s'agit du cimetière de Venise. En 1837, pour des raisons sanitaires et à cause des fréquentes épidémies, on décida de regrouper tous les morts au même endroit, sur une île déserte à l'écart de la ville. Un peu partout à Venise, on verra l'image d'un lion ailé. C'est l'emblème de la République de Venise. Il s'agit de la représentation de l'évangéliste Saint Marc, le patron de Venise, dont les restes se trouvent dans la cathédrale. Les célèbres gondoles de Venise doivent obligatoirement être de couleur noire, et ce depuis 1562, selon un décret du doge de Venise. L'idée était d'empêcher la ruineuse compétition que se faisaient les riches familles vénitiennes à qui posséderait la gondole la plus décorée et la plus ostentatoire. À une certaine époque, on recensait plus de 10 000 gondoliers à Venise. Il en reste moins de 400 aujourd'hui. Le métier est très lucratif, mais il exige une formation très poussée, et très peu accèdent aux 3 ou 4 places qui se libèrent chaque année. En plus de savoir ramer, les gondoliers doivent voir à l'entretien de leur embarcation et aussi à informer les touristes sur l'histoire et l'architecture de la ville. Depuis 2010, les femmes peuvent être gondolières. Il arrive à l'occasion qu'on doit visiter Venise d'une façon très particulière. On l'a déjà mentionné, l'Aqua Alta frappe Venise plusieurs fois par année. Et quand ça se produit, les touristes doivent se promener sur des passerelles de bois érigées un peu partout. Et avec des bottes de caoutchouc, évidemment. Si c'est rigolo pour les touristes, les Vénitiens trouvent ça moins drôle, même s'ils sont très habitués. On recense une communauté juive à Venise depuis plus de 1000 ans. Mais durant près de 300 ans, cette communauté fut contrainte par les autorités à résider dans un quartier bien déterminé, le ghetto juif. Il faudra attendre jusqu'en 1797 et à l'occupation de la ville par Napoléon pour que les Juifs puissent résider ailleurs à Venise. De nos jours, le ghetto juif est un quartier fort agréable à visiter, en raison surtout de ses nombreuses boutiques d'artisanat et d'antiquaires. Finalement, un des Vénitiens les plus connus avait pour nom Giacomo Casanova, un personnage énigmatique ayant réellement existé. L'homme fut tout autant violoniste, écrivain, aventurier, espion et diplomate. Mais l'histoire se souvient de lui comme un escroc et surtout comme le plus habile des séducteurs. On lui connaît par moins de 142 conquêtes féminines dans la haute société vénitienne. On doit absolument visiter Venise au moins une fois dans sa vie, mais pas n'importe comment. Tout d'abord, on ne doit pas faire la même erreur que la plupart des touristes, de la visiter trop vite en passant. On doit impérativement prendre son temps. La ville mérite au moins 5 jours si ce n'est pas plus. C'est une ville qu'on déguste lentement. Chaque ruelle, chaque canal, chaque édifice raconte une histoire. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut découvrir dans cette merveilleuse ville, pour autant qu'on soit curieux et qu'on apprécie l'architecture et l'histoire. Si possible, on devrait visiter Venise en dehors des 3 ou 4 mois d'été. La ville nous semblera alors beaucoup plus hospitalière et authentique. La visite des lieux publics et l'accès aux restaurants et terrasses seront également plus faciles. Finalement, on devrait choisir un hébergement directement au centre de Venise et ne pas faire comme trop de touristes, c'est-à-dire opter pour la banlieue. L'expérience sera alors plus complète et Venise est tellement romantique de soir et même de nuit. Une balade à la lueur des réverbères le long d'un canal, ça ne s'oublie pas. J'espère que cette présentation vous a plu. Pour d'autres récits de voyage, je vous invite à visiter mon blog Voyage, dont l'adresse apparaît à l'écran. À la prochaine pour une autre capsule voyage de Voyager en classe senior.
Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram.